Bonjour, bienvenue dans le 7-8 l'hebdo. Pendant 26 minutes, nous allons revenir ensemble sur l'actualité qui a marqué notre territoire cette semaine. Voici le sommaire. Ils demandent une hausse des salaires ou encore une hausse des effectifs. Depuis plusieurs mois, les services des urgences des hôpitaux sont en grève. Mardi avait lieu une journée de mobilisation nationale. Une partie du personnel du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie était en grève. Bernard Landais, secrétaire du syndicat Force ouvrière au sein de l'hôpital montais, est sur ce plateau. Afin de lutter contre les déserts médicaux, le département des Yvelines a inauguré la maison médicale d'Aubergenville. 8 praticiens se partagent pour l'instant les locaux. D'ici à 2022, 20 établissements de ce type couvriront le territoire. Enfin, au programme dans l'essentiel de la semaine, la crise chez les Républicains, des ruches connectées dans les Yvelines, la meilleure baguette tradition ou encore la 12e édition du trophée des entreprises. Le ministère de la Santé l'a annoncé ce midi. Le gouvernement va débloquer immédiatement 70 millions d'euros pour tenter d'apaiser les personnels des services d'urgence mobilisés maintenant depuis plusieurs mois. Bernard Landais, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du syndicat Force ouvrière au sein du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Une réaction par rapport à l'annonce ce midi du gouvernement? Il est un petit peu dommage qu'il ait fallu 3 mois de mobilisation des personnels avec plus de 100 services d'urgence en grève pour que le ministère se décide enfin à faire un geste. Ce geste de 70 millions d'euros sera majoritairement utilisé pour payer des primes, etc. Il ne résoudra pas forcément la problématique de départ. 100 € net mensuels de primes, c'est ce qui est annoncé justement avec cet argent débloqué. C'est encore trop peu, selon vous ? Si on parle uniquement d'argent par rapport à un salaire d'une aide-soignante ou d'une infirmière, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça que le personnel se bat exclusivement ? Non, le personnel se bat principalement pour des conditions de travail décentes et pour l'accueil de patients dans les conditions optimales. Alors on le rappelle, ce mouvement s'est déclenché à la suite notamment de plusieurs agressions des personnels des urgences, notamment dans les hôpitaux parisiens. Quelle est la situation au sein du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ? Au sein du centre hospitalier, nous avons un service d'urgence, d'accueil d'urgence qui était prévu pour 17 000 passages. Nous en sommes à 43 000, 45 000 d'après les tout derniers chiffres. Donc bien évidemment, on ne peut pas mettre autant de personnes, autant de passages dans un lieu qui n'est pas du tout adapté. Et ça génère non seulement de l'attente, mais de l'angoisse, de la tension et naturellement, malheureusement, des agressions, que ce soit des insultes ou des agressions physiques envers le personnel. Au niveau national, justement, en France, le nombre de patients pris aux urgences est passé de 10 millions en 1996 à 21 millions en 2016. C'est donc la hausse que vous constatez aussi, vous, du coup, au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Pourquoi, à votre avis, il y a eu cette augmentation ? Il y a plusieurs facteurs, en fait. Notre pays vit un problème grave de démographie médicale. Il y a de moins en moins de médecins et les cabinets libéraux ne fonctionnent plus comme à l'époque de nos grands-parents, de 6h à minuit le soir, bien heureusement. Malheureusement, la population grandit, elle a besoin de soins de premier recours. Et les cabinets étant fermés, les libéraux étant fermés, ils se dirigent naturellement vers le centre hospitalier, parce que les services d'urgence sont les seuls services ouverts 24 heures sur 24. Par rapport à ce mouvement, le personnel aussi se plaint du manque de reconnaissance. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance, notamment dans le service des urgences ? Très clairement. On peut être une infirmière ou une aide-soignante dans un service de soins de suite et de réadaptation ou de cardiologie ou de médecine générale. On a le même salaire qu'une infirmière des urgences, qui soit d'ailleurs des urgences générales, pédiatriques ou gynécologiques, où effectivement il y a des situations de prise en charge des patients qui sont quand même un peu différentes. Il y a encore une fois beaucoup d'angoisse et beaucoup d'inquiétude de la part des patients qui viennent vers nous parce qu'ils ne savent pas pourquoi leur proche est malade, pourquoi leur proche a 39 de fièvre, pourquoi il est dans tel ou tel état. Et ça génère beaucoup d'inquiétude. Et c'est aussi cette inquiétude qui génère ces frictions, ces agressions. Alors, concernant le mouvement de mardi, vous étiez un des seuls établissements, je crois, dans les Yvelines, à avoir pris part à ce mouvement national. Oui, tout à fait. Pour le moment, j'ai cru comprendre que mes collègues de Poissy-Saint-Germain avaient aussi débuté le mouvement. C'est vrai que sur Mantes, nous sommes extrêmement mobilisés. Le personnel
a eu vraiment un ras-le-bol de la situation de travail dans laquelle ils sont, et ils se sont fortement mobilisés. Au mois de mai, début mai, nous avions fait 2 jours de grève, le 2 et 3 mai, nous avions 83% de grévistes dans le service, ce qui est quand même assez phénoménal par rapport aux conditions de travail et par rapport je dirais aux mobilisations dans les hôpitaux. Là, mardi, le pourcentage de personnel mobilisé était... Nous avons fait un débrayage d'une demi-heure, et mis à part 2 infirmières qui sont restées pour la prise en charge des patients, parce que dans tous les cas de figure, qu'on soit gréviste à 100% ou que l'on fasse des débrayages, les patients sont toujours pris en charge correctement dans les services d'accueil d'urgence. C'est notre boulot, il ne faut quand même pas qu'on le foire, ça serait quand même dommage. Donc là, nous avions... mis à part 2 infirmières, nous avions l'intégralité du personnel non médical qui est sorti sur le devant des urgences. Alors, quelle va être la suite de ce mouvement avec les annonces justement aujourd'hui du gouvernement? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Ce que j'entends et les réponses des organisations syndicales, j'entendais M. Pelot aussi tout à l'heure à la radio, on est encore très très loin du compte, parce que même ces 75 millions d'euros, j'ai cru comprendre que 55 millions seraient consacrés à la généralisation d'une prime, il resterait 15 millions pour pallier au manque de lits, pour faire face pendant l'été, et il n'y a pas que l'été. Il y a aussi l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne. Et qu'est-ce que l'on fait? On manque cruellement de lits d'aval. C'est la problématique des urgences à l'heure actuelle. On ne parle que des urgences. On manque de lits d'aval parce que les personnes viennent aux urgences, on ne peut plus les hospitaliser parce qu'on manque de lits. On dépasse très très largement l'hospitalisation de courte durée dans les urgences. Et qu'est-ce que l'on fait de ces patients? Il faut quand même qu'à un moment donné, dans les services de soins de suite, on puisse les transférer, qu'ensuite il y ait les retours à domicile pour désengorger les urgences, pour hospitaliser les personnes qui nécessitent une hospitalisation. Au SAU de Mantes, 60% des patients des hospitalisations se font par le service des urgences de Mantes. Sur l'hôpital de Mantes, c'est quand même énorme. Alors on va rester dans le domaine de la santé, puisqu'hier une maison médicale a été inaugurée à Aubergenville. 8 professionnels de santé y sont installés, une volonté notamment du département des Yvelines pour lutter contre les déserts médicaux. On regarde le reportage d'Océane Bazir et d'Audrey Chaillot, et puis on en parle juste après avec vous. Des locaux flambant neufs que se partagent pour l'instant 8 praticiens. 5 médecins généralistes, 2 sages-femmes et un ostéopathe viennent de s'installer dans cette maison médicale. Un projet qui remonte en 2016. Avec seulement 4 médecins généralistes, Aubergenville est un désert médical. Les praticiens installés sur la commune tirent la sonnette d'alarme. À l'heure actuelle, en moyenne, tous les jours, j'ai entre 40 et 80 personnes par jour. Et moi qui commence très tôt le matin, souvent, j'ai 20 personnes devant la porte qui attendent pour être soignées. On a été surchargés de travail, on ne pouvait pas se permettre de prendre des patients des alentours, c'était impossible. Alors que là, toutes les personnes qui viendront seront vues au minimum par un médecin. Pour permettre à ce projet de voir le jour, la mairie d'Aubergenville a mis à disposition des locaux et propose un loyer modéré, un argument pour attirer notamment les jeunes praticiens. Ils ont des difficultés à s'installer parce qu'ils ont peur de l'avenir. On ne peut pas dire que ça soit une voie royale, et la création de cabinets médicaux comme ceux-ci leur permettent de se rassurer sur leur exercice futur. Et je pense que ça a un rôle important dans l'installation des jeunes confrères. Un projet également porté par le département des Yvelines dans sa volonté de lutter contre les déserts médicaux. D'ici à 2022, 20 établissements de ce type couvriront le territoire des Yvelines. Pour les 3 années qui viennent, 32 millions d'euros vont être investis, à la fois pour accompagner les communes qui veulent construire des maisons médicales, et nous construirons nous-mêmes dans les communes qui n'en ont pas les moyens des maisons médicales, et nous les gérerons. Donc c'est un plan d'une ampleur considérable pour 3 ans, et si c'est nécessaire naturellement, c'est un plan que nous poursuivrons. Très prochainement, c'est à Maule que sera posée la première pierre de la première maison médicale départementale. Alors finalement, est-ce que ce type d'établissement peut être une solution pour éviter d'engorger les urgences? Bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, les patients viennent et ont besoin d'un conseil médical, d'une prise en charge médicale. Après, il y a plusieurs degrés de prise en charge. Ça peut être de l'urgence, ça peut être une consultation médicale. Bien souvent, les patients qui viennent aux urgences ne sont pas des urgences, c'est des consultations médicales parce qu'ils ont besoin de savoir. Bobologie, c'est un petit peu péjoratif. Quand on a son enfant qui a 39 de fièvre et qu'on ne sait pas pourquoi, alors qu'on le met dans un bain glacé, qu'on ouvre les fenêtres et qu'on le trempe et qu'on lui donne des médicaments, c'est pas de la bobologie, c'est de l'inquiétude des parents. Quand on a son frère qui a mal à la tête depuis 2 jours et ça ne cesse pas, c'est de la médecine. On a besoin d'une consultation, c'est pas de la bobologie.
on a une inquiétude, il faut qu'on soit pris en charge et c'est normal. Et effectivement, ces maisons médicales contribuent à ce soin de premier recours que les médecins libéraux peuvent faire. D'autant plus, j'ai cru comprendre qu'avec la mutualisation, il y avait une baisse assez importante des frais de gestion d'un cabinet médical de l'ordre de 70% par praticien. Honnêtement, c'est quand même très intéressant et il faut effectivement poursuivre ce chemin. Merci Bernard Landais d'avoir été présent sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat Force ouvrière au sein du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Je vous remercie. Et tout de suite, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et on commence avec de la politique. Suite à leurs résultats aux européennes, le parti Les Républicains traverse une crise sans précédent. 3 maires Les Républicains yvelinois ont notamment signé une tribune pour soutenir le président Emmanuel Macron. De son côté, la présidente de la région, Valérie Pécresse, a claqué la porte du parti. Réaction mardi d'Othman Nasrou, le président du groupe LR au Conseil régional, était l'invité du journal. Vous êtes proche de Valérie Pécresse. Est-ce que vous allez participer peut-être à son initiative de créer cette troisième voie, celle dont elle appelle, quitter les Républicains pour participer à cette initiative, comme l'a fait Alexandra Dublanche, avec qui vous formiez un binôme lors des élections à la Fédération des Yvelines des Républicains. Est-ce que vous allez quitter le parti ? Moi, je réunis mes élus parce que vous l'avez rappelé, je préside un groupe qui est composé de 80 élus au Conseil régional d'Île-de-France. Ils ne sont pas tous les Républicains. Il y en a aussi un certain nombre qui, depuis longtemps, déjà ont rendu leur carte ou n'ont jamais été adhérents aux Républicains, qui sont des indépendants. Et c'est important que vous voyez que les choses ne soient pas aussi clivées qu'on peut en avoir l'impression quand on suit uniquement aujourd'hui les chaînes d'information. Donc, je vais d'abord avoir cette discussion avec eux. Puis, vous l'avez rappelé, j'ai un combat local auquel je compte me consacrer. Donc, je vous dirai à ce moment-là aussi ce que je fais à titre personnel. Mais je contribue effectivement et je soutiens la démarche de Valérie Pécresse qui est de construire un espace politique différent, équilibré, intelligent, moderne et qui puisse tenir compte à la fois des valeurs qui sont les nôtres, mais aussi de la réalité du monde d'aujourd'hui. Et je rappelle qu'Othman Nasrou a déclaré la semaine dernière qu'il était donc candidat au municipal 2020 pour la ville de Trappes. Les Yvelinois en insertion récompensés ce mercredi. Le département des Yvelines et son agence Activity ont remis les attestations de fin de parcours de formation. Une cérémonie se tenait au siège à Versailles. L'agence d'insertion Activity a accompagné cette année 471 Yvelinois bénéficiaires du RSA. Une remise en activité pour ces personnes en parcours d'insertion professionnelle. Ils ont suivi une formation dans des filières en tension qui rencontrent des difficultés de recrutement. Explication au micro de Marilène Yapichino. La sécurité classiquement, mais aussi beaucoup de parcours d'insertion dans l'hôtellerie-restauration, des parcours d'insertion dans le bâtiment et travaux publics, mais aussi dans le numérique, dans l'archivage, dans les espaces verts. Et au-delà des parcours d'insertion qui sont faits pour l'industrie marchande, nous remettons des attestations à tous ceux qui ont accompagné dans les collèges avec l'entreprise CEMIDI, tous les collégiens dans la restauration et nettoyage des collèges. J'ai opté pour les ressources humaines qui étaient un peu en adéquation avec ma formation initiale qui est la communication. Et donc pour moi c'était un réel plaisir, une vraie chance que le département ait participé au financement de cette formation. Et pour certains, leur avenir professionnel va se jouer dans quelques jours. Dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat. En France, ils seront plus de 740 000 lundi 17 juin à plancher sur la traditionnelle épreuve de philosophie. Un examen, il faut le dire, assez stressant. À cette occasion, à la médiathèque du Canal proposait des séances de coaching. Le reportage d'Audrey Chaillot, Océane Bazir et Mélanie Poquet. C'est l'idée de l'Europe au XXe siècle, et ça c'est la décolonisation. Des fiches pour chaque période historique. Lundi, Tassédine passera son épreuve d'histoire, le baccalauréat, un examen qui stresse le jeune homme de 20 ans. C'est un diplôme qui va me permettre de m'ouvrir des portes pour mon futur. J'aimerais aller jusqu'à un bac plus 5 en gestion de concession automobile. Comme Tassédine, ils sont une trentaine de candidats à être venus chercher un soutien dans leur révision. À la médiathèque du Canal, ils reçoivent un coaching personnalisé dans ces derniers instants. Ils sont beaucoup demandeurs de la méthodologie et de la gestion du temps, en fait, comment gérer leur temps sur les 4 heures d'épreuve et aussi quels choix stratégiques mettre en place quand on est bloqué. Leur donner des outils pour arriver à mémoriser toutes les connaissances qu'on leur demande d'acquérir sur la période du bac.
Tout ce qui est gestion éventuelle des émotions, du stress, de l'anxiété, de la surprise face à un sujet qui nous déstabilise. Savoir apprendre, de savoir travailler, en fait, il n'y a pas que les connaissances. Et le coaching scolaire permet, entre autres, permet ça. 17 juin, top départ de 6 jours d'épreuves. Les résultats sont attendus le 5 juillet prochain. En 2018, 86% des candidats de l'Académie de Versailles ont obtenu le précieux sésame. Et bon courage à eux pour les dernières révisions. Un tout autre sujet à présent, mieux connaître la vie des abeilles pour mieux les protéger. Une jeune entreprise yvelinoise s'est associée à une start-up et l'opérateur Orange pour connecter des ruches. Une vingtaine d'entre elles sont en train d'être équipées dans les Yvelines. Mélanie Poquet nous présente cette initiative originale. Un simple boîtier de quelques centimètres carrés, un capteur qui prend place au cœur d'une ruche, pour comprendre la vie et les besoins des 150 000 abeilles de ce rucher. À l'initiative Mélipolis, une toute jeune entreprise yvelinoise. On va relever surtout l'hygrométrie, donc l'humidité, on va dire, ambiante, et puis la température. À travers ces dimensions, on va être capable de mesurer la santé de l'essaim et l'activité de l'essaim. L'activité de l'essaim à certaines périodes peut nous permettre de nous alerter en cas d'anomalie, puisqu'on a, on va dire, des standards. Et en comparaison à ces standards, on sera capable de dire « Ok, ce n'est pas normal aujourd'hui d'avoir ce taux d'humidité ». Mélipolis est en train d'équiper 18 ruches, une installation possible grâce à Orange. L'opérateur les a notamment mis en relation avec la start-up Ostabi. Ça permet effectivement de faire entrer une vieille profession dans l'ère du 21e siècle avec la connexion. C'est pas le tout, comme dans les Yvelines, de rendre plus de 400 000 logements raccordables. On en rend 3 de plus, qui sont les logements des abeilles. C'est un soutien qui est humain, qui est financier, effectivement, comme dans le cadre de cette action, puisque c'est nous qui prenons en charge, par exemple, l'acquisition des capteurs, mais il est également en termes de logistique, en termes de métier, en termes d'expertise, pour tout ce qui est attrait au numérique. Le concept est aujourd'hui en étude sur 2 communes, le Chénéraud-Cancourt et Chavenay. Mélipolis espère le développer sur le courant de l'année 2020. En France, près de 30% des colonies disparaissent chaque année. Les abeilles représentent 35% de la production alimentaire mondiale. Après le miel, intéressons-nous à un autre produit du terroir français, la baguette de pain. Elle était à l'honneur cette semaine à Versailles. Des prix ont été décernés aux meilleurs boulangers yvelinois dans le cadre de la 10e édition du concours de la meilleure baguette de tradition. Cette année, c'est un établissement familial de Chatou qui a remporté tous les suffrages. Les images sont signées Patrick et Jacques de Dixmude. De la farine, de l'eau, de la levure, du sel et vous obtenez une baguette tradition. Celle-ci est un peu particulière puisque c'est la meilleure des Yvelines. Celui qui l'a façonnée, c'est Martial Guégan, un profil atypique puisqu'il détient une licence de mathématiques et un master en management. Cela fait seulement 5 ans qu'il travaille dans cette entreprise familiale à Chatou. À l'école primaire, les mercredis après-midi, je les passais dans le fournil à faire des gâteaux ou du pain, voilà. Mais j'avais envie de faire autre chose à la base. Et plus j'avançais, plus l'envie d'entreprendre me prenait. Et j'avais cet appel vers ce savoir-faire et ce que je connais depuis que je suis tout petit. 120 apprentis, employés et chefs d'entreprise ont participé à ce concours. Depuis 10 ans, les objectifs n'ont pas changé, promouvoir la baguette de tradition française et l'artisanat. Il y a nos 5 sens qui sont en éveil. Je veux dire, quand vous passez devant la boulangerie, vous avez, c'est l'odorat, évidemment, avec les bonnes effluves du bon pain chaud. Vous avez donc le visuel. Quand on la découpe, on doit avoir ce qu'on appelle une mie alvéolée, donc irrégulière et sauvage. Il y a 4 ans, le jeune boulanger avait déjà remporté le prix du meilleur croissant des Yvelines. Cette année, pour la baguette tradition, c'est sa recette secrète qui a sans doute fait toute la différence. J'ai utilisé en fait une recette d'une préfermentation qui s'appelle sur pouliche. C'est une partie de la pâte qu'on fait fermenter 48 heures à l'avance pour l'ajouter dans la pâte au dernier moment pour faire le pain. Et ça permet de donner plus de goût. L'année prochaine, sa baguette tradition représentera les Yvelines au concours national. Et tout de suite, on passe à l'actualité en Île-de-France. Comme chaque semaine avec nos confrères de Via Grand Paris, nous faisons un point sur l'actualité régionale. Depuis mercredi, les touristes et les usagers occasionnels du métro vont pouvoir utiliser le Navigo Easy. Il est proposé à la place des traditionnels tickets en papier. Reportage. Voici la carte qui va remplacer le ticket de métro papier.
Le pass Navigo Easy rentre en vigueur ce mercredi. Les usagers peuvent désormais se le procurer dans tous les guichets d'Île-de-France au prix de 2 €. C'est très important parce que la démonétisation des tickets de métro, c'est une plaie. C'est une plaie pour tous les voyageurs et ça coûte en réalité aux voyageurs franciliens des millions d'euros par an. Pour l'utiliser, les voyageurs peuvent recharger le pass dans des bornes ou guichets. Il fonctionne pour des tickets à l'unité ou carnet de 10, limite maximale d'achat, 30 tickets. Le Navigo Easy peut aussi servir de support pour un forfait Navigo Jour, pour des billets Orlibus et Roissy-Bus ou le forfait Jeune Week-end. Vous aurez un portefeuille Navigo Easy sur lequel vous allez pouvoir mettre effectivement tous vos titres de transport, y compris les titres pour se rendre à Orly, pour se rendre à Roissy. Et petit à petit, évidemment, dans ce porte-monnaie, vous pourrez acheter de plus en plus de services de mobilité. Impossible pour l'instant de charger des trajets en RER hors de Paris et en Transilien. La fin du ticket de métro est prévue pour 2021. Il ne sera plus commercialisé dès l'année prochaine. Et notez également que dès le mois de septembre, les enfants de moins de 12 ans pourront emprunter gratuitement le métro à Paris. On reste dans les transports avec cette information pratique si vous avez l'habitude d'emprunter la ligne U du Transilien. Un nouveau week-end de fermeture entre la Défense et la Verrière. Aucun train ne circulera samedi et dimanche en raison de travaux. La ligne L sera également fermée entre Saint-Cloud et Versailles-Rive-Droite. La 12e édition du Trophée des entreprises s'est déroulée hier à Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 600 participants issus de 200 entreprises se sont affrontés en équipe pour ce raid multisport au Vélodrome national et sur l'île de Loisirs. Plusieurs épreuves les attendaient, du golf, de la course à pied, relais VTT ou encore du radeau. Nicolas Dandry et Mélanie Poquet étaient sur la ligne d'arrivée. On n'est pas tombé dans les pièges au niveau des balises, on n'a pas paniqué, on a fait ça sereinement. Une 0,8 au total à la fin, donc c'est plutôt pas mal pour nous. C'est honorable. On est content. Voilà. On est content de nous, hein. Ouais. C'est votre première participation? Non, moi 3e. Ouais. Et alors du coup, ça progresse? Je crois qu'on s'améliore au niveau de l'organisation. Au golf, en tout cas, ça progresse. Ah ouais, au golf, premier coup, c'est passé. Ouais, voilà. Chaque semaine, nous vous ouvrons nos archives. Cette semaine, notre rubrique « Ça s'est passé » revient sur le lancement de Danse à l'école à Saint-Quentin-en-Yvelines, une opération qui fête ses 20 ans ce week-end. Danse à l'école est une action artistique menée en milieu scolaire, initiée et pilotée par le Prisme en collaboration avec les enseignants et les écoles partenaires d'Elancourt. Le résultat de cette année de travail en commun vient d'être présenté au Prisme en présence des parents. Guidés par des professionnels, les enfants ont pu exprimer à travers la danse leurs envies et mieux comprendre le langage chorégraphique et le rapport au corps. Classes de 4 écoles ont participé aux 144 heures d'atelier. Les enseignants, quant à eux, ont suivi une formation de 12 heures. Et rendez-vous ce samedi et ce dimanche à la Commanderie à Elancourt pour cette 20e édition de Danse à l'école. Et les papas seront à l'honneur ce dimanche 16 juin, c'est la fête des pères. Alors si vous n'avez pas trouvé encore d'idée de cadeau, pas de panique. Marilène Yapichino vous propose de confectionner un cactus en origami. On regarde. Avec Luce, Lara, Alba et Adrien, c'est une équipe de choc qu'Elena a réunie, nom de l'opération Fête des pères. C'est un petit cactus en pot, comme ça, tout simple, avec plusieurs techniques d'origami. Première partie, le pot. 2 bandes de papier de couleur sont nécessaires, l'une de 6 cm par 5 et l'autre de 2 cm par 18. Première astuce d'Elena, se servir de la table pour arrondir sa bande de papier avant de le scotcher pour former son pot. La deuxième bande vient ensuite faire le haut. Étape suivante, le cactus avec une bande de 29 cm par 7,5. Donc on va faire un accordéon. C'est facile à faire. On plie dans un sens puis dans l'autre.
Attention à être méticuleux et bien aligner les pliures. Maintenant que vous avez ce papier en accordéon, vous voyez, on va réaliser ces petits plis en zigzag. On va se mettre à peu près à 1,5 cm du haut et vous allez plier comme ça. Puis vous allez reculer de 1 cm à peu près encore. Vous obtenez des petits carrés sur lesquels il faut tracer des diagonales à l'aide d'une règle et d'un crayon. Elles serviront de repère pour le pliage. Et alors il va falloir plier en zigzag sur chacun des traits que vous avez fait, de façon à ce que ça dessine des dents de requin. Ne pas hésiter à bien marquer le pli avec l'ongle. Voilà. Ensuite, on replie l'accordéon. Donc on alterne le long du zigzag que l'on a créé avec les plis. On fait se rentrer les plis vers l'intérieur. Ne reste plus qu'à développer et fixer son cactus et l'empoter. Vous pouvez même ajouter une fleur en décoration. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité en direct, ce sera lundi à 18h. Bien sûr, 24h sur 24 sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile. Excellent week-end à tous.